LGDV, la guerre des vieux. Épisode 9 du livre 2. Jour 73, cas isolé. Au jour 115, fusillade. Auteur Amar Belmostefawi. Image d'illustration, Karen Gallego. Partagez ce contenu avec ceux qui aiment la réflexion. Bonne écoute et visionnage à vous. Jour 73, cas isolé. Le médecin assassin a été condamné. Il ne peut plus exercer son métier et il a été déplacé vers une autre région. Toutefois, il peut encore enseigner. Drôle de peine. Des autopsies ont été réalisées sur les différentes personnes décédées ces 2 derniers mois. Le prélèvement d'organes a été systématiquement réalisé sans le moindre accord de la part des proches, des amis ou de la famille des individus décédés. Nous ne savons pas s'ils ont remarqué qu'Anne avait été déterrée par Amine. Bien sûr, ces autopsies concernent les corps des personnes éteintes dans l'hôpital que nous avons investi lors de notre opération hasardeuse. Quid des autres hôpitaux? En attendant, aucun organe prélevé n'a été retrouvé. Impossible de savoir ce que sont devenus la multitude d'organes emportés. Le groupe LGDV a été passé sous silence par les médias. Nous étions également un cas isolé de rebelles voulant aller contre le système. D'ailleurs, pour le gouvernement, notre résistance était morte-née. Il n'y avait plus eu d'action coup de poing de notre part depuis un bout de temps. Il fallait que cela change. Mais toute initiative proposée lors de nos différents échanges avec l'économiste était trop dangereuse, trop risquée, trop coûteuse, non représentative de LGDV, trop ceci, trop cela. Le problème est que le temps était en train de passer et ensuite, nous n'en aurions plus assez pour nous faire entendre. Nous avons été imités pour certaines actions, mais coller des autocollants de propagande ne vaut pas une opération qui provoque des dégâts. À mon goût, les adhérents étaient trop attentistes et ils vivaient encore trop dans la passivité. Il fallait constamment donner des ordres, et avant chaque passage à l'acte, il fallait que les recrues se posent des questions, se concertent. Plus ces inactifs réfléchissaient, plus ils hésitaient à passer à l'action. Nous avions tous peur d'être pris ou tués lors de nos missions, mais le risque était justifié et il en valait la chandelle. Et puis d'autres actualités venaient étouffer l'existence de LGDV, des émissions qui vendent notamment du rêve aux travailleurs ou aux retraités. Ces derniers jours, j'ai pensé quitter LGDV, laisser les futurs concernés par la loi E70 à leur propre sort. Je pensais à mes prochains jours et mois me restant à vivre aux côtés d'Archie. Pourquoi Amine et moi devions toujours nous exposer en première ligne et pas les autres? Notre vie comptait autant que celle des adhérents. Mais nous devions être à la fois les bras et la tête du réseau. Jour 75. Quand on parle du loup. Quelqu'un a sonné à l'interphone. J'y ai cru, mais non, ce n'est pas Archie. C'était Natalia qui me faisait une visite surprise. Comme cela faisait un bout de temps que je n'avais pas donné de nouvelles, elle est venue à moi pour en prendre. Inquiétée par ma perte de poids et mon visage fatigué, elle m'a proposé de me préparer un repas. J'ai accepté. Elle cuisinait beaucoup mieux qu'Anne. Ce n'était qu'une omelette, mais elle a dû en refaire 2 fois tellement c'était bon. Natalia m'a demandé ce que devenait LGDV et quelle tournure nous voulions donner à nos futures actions. Je lui ai indiqué que j'hésitais à arrêter le mouvement et que la dernière action que nous avons validée, c'est l'impression d'autocollant portant le slogan « Nous avons peut-être perdu des batailles, mais pas la guerre ». Rien de bien excitant. Natalia m'a justifié une information. Ces derniers temps, il y avait bien des enlèvements de personnes qui avaient lieu. Cette situation allait s'intensifier ces prochaines semaines. Elle affirmait déjà que des retraités disparaissent et que les corps ne sont jamais retrouvés. Étaient-ils brûlés, déportés vers une zone protégée, interdite au public? Pour le moment, impossible de le savoir. Il était encore trop tôt. L'excuse que trouvaient les commissariats face aux déclarations de disparition de leurs proches est que beaucoup de retraités partaient d'ores et déjà pour le pays d'accueil en Asie afin de recommencer une nouvelle vie sans la menace de la E70. Aucune déposition n'était prise au sérieux et aucune enquête n'était réalisée. Seules des affiches plaquées dans les rues étaient collées à côté des photos de chats ou chiens disparus. L'enlèvement. Cette méthode était radicalement plus efficace que la prise de pilules contre la thyroïde. Comme ce phénomène était encore à l'état embryonnaire, il fallait le dévoiler au grand jour. Il nous fallait trouver un moyen de dénoncer ces faits, preuve à l'appui. Je vais en parler à Amine, en pesant mes mots, et ainsi éviter une réaction trop hâtive de sa part. Jour 76.
Où est passée Janine ? Vous pouviez voir cette phrase partout. Cette commerçante a disparu en plein jour. D'habitude, le mode opératoire est le suivant. L'enlèvement a lieu de nuit, pendant que les personnes sortent de leur voiture, descendent des poubelles, ou quand elles se promènent la nuit. Avec Amine, nous avions rapidement fait passer le message à notre entourage concerné par ce risque d'enlèvement. Notre réseau LGDV a communiqué sur le fait qu'il fallait éviter de sortir après 22 heures. C'était le couvre-feu que nous nous imposions à nous-mêmes pour éviter de nous faire voler nos organes. Janine rangeait ses cagettes de légumes non vendus au marché quand soudain elle a disparu. Tout est resté sur place, même les clés du véhicule sur le contact. Les agents verbalisateurs des sociétés privées ont fait leur travail. Ils ont mis une amende à la camionnette de cette pauvre femme, dont la portière de la fourgonnette était restée ouverte. Motif ? Stationnement gênant. Quand ils sont repassés sur la place, les 2 agents verbalisateurs se sont fait lyncher. Cette information, cette agression a fait un scandale. Pas la disparition de Janine. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce qui a le plus marqué la population, c'est le passage à tabac des agents privés. Ce sont les riverains qui ont prévenu les proches et qui ont fini par déplacer la camionnette au centre de la place. C'était devenu un symbole. Même les touristes qui passaient dans le coin prenaient en photo le véhicule sur lequel était tagué « Où est passée Janine ?» LGDV a relayé l'action via des affiches de propagande. Ça change des autocollants. Mais personne n'a rien fait. Pas d'avis de recherche, pas d'inquiétude particulière de la part de la population ou des forces de l'ordre. Par contre, quand une fourrière a voulu déplacer l'outil de travail de Janine de la voie publique, les anciens sont sortis de leur gonds. Ensuite, quand la dépanneuse est revenue avec les forces de l'ordre, cela n'a fait qu'animer la foule. Enfin, lorsqu'ils sont tous revenus avec un escadron de CRS et une armée de journalistes attirés par l'occasion de faire un article ou une vidéo permettant de faire de l'audimat, des coups de fusil ont retenti sur la place de la Liberté. Certains anciens pratiquaient encore la chasse. La population avait rebaptisé cette place. C'était devenu la place LGDV, ce qui avait pour effet de nous apparenter à cette action. Du coup, tous les 8 heures, une équipe de 15 personnes se relayait pour protéger ce symbole. Leur rôle était au moins de prévenir d'autres adhérents si une menace se présentait. Certains riverains venaient déposer des fleurs, des touristes également. Des équipes se sont formées pour tenter de la retrouver, mais Janine restait introuvable. Grâce ou à cause de ce malheureux événement, les anciens avaient enfin compris qu'il valait mieux se serrer les coudes. Les comportements étaient moins égoïstes et les passages à l'action moins réfléchis ou moins remis en cause. Cette situation profitait à notre organisation et nous permettait de garder la flamme de l'espoir. Jour 81. Amine a disparu. J'étais en communication téléphonique avec Archie quand j'ai reçu un double appel. Henri n'arrive pas à joindre mon pote. Cela fait plus de 12 heures que personne n'arrive à joindre Amine, lui qui reste facilement accessible. Je sais qu'Amine décroche maximum à la 2e sonnerie quand c'est moi qui l'appelle. Il n'a pas répondu, ce n'est pas normal. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, qu'il ne s'est pas fait kidnapper. Connaissant ses habitudes, je me suis rendu partout, même chez Anne. Il reste introuvable. La peur a commencé à me prendre quand j'ai repéré son nouveau véhicule stationné à proximité du café du commerce. Il était fermé, mais on pouvait clairement voir apparaître son hyperphone côté passager. Je l'ai fait sonner afin d'être sûr que c'était bien le sien. Lorsque j'ai vu son appareil vibrer et sonner sur le siège, que j'ai compris qu'Amine n'avait pas son téléphone sur lui, j'ai su qu'il lui était arrivé quelque chose. Mais quoi ? Accompagnés de plusieurs amis, nous avons décidé de nous rendre au commissariat du coin afin de tenter de lancer un avis de recherche. Quand nous sommes arrivés à l'accueil du poste de police, une queue de plusieurs mètres était présente. Selon la gravité des situations, étant donné le nombre de personnes devant nous, nous avions estimé que nous pourrions attendre 2 heures avant de passer devant un agent. Si à la rigueur ils avaient placé plusieurs personnes à la réception, non, ils avaient préféré laisser un jeune policier vêtu d'un gilet pare-balles derrière une grille afin de prendre les différentes missives des plaignants. Et je peux vous dire que vu l'état du grillage, ce dernier a dû sauver plus d'un agent. Je ne savais pas que le service public s'était autant dégradé de la sorte. Le bâtiment de l'intérieur, comme de l'extérieur, était complètement délabré. J'espère que ce commissariat ne possédait pas de cellules. Il y avait de l'humidité, des marques noires sur chaque recoin des murs de cette bâtisse. Nous sommes restés à 2 personnes à attendre notre tour.
Les autres ont préféré s'activer en cherchant notre ami dans tous les coins de la ville. Je n'arrêtais pas de regarder mon hyperphone. Archie m'a rappelé, ce qui m'a fait sursauter. Elle venait aux nouvelles. Nous étions maintenant tous sujets à disparaître du jour au lendemain, de jour comme de nuit. Archie n'arrêtait pas de me demander de faire très attention à moi, de ne pas sortir seul dans la rue. Cette situation d'enlèvement, de plus en plus récurrente, risquait de créer un vent de panique et même de la paranoïa chez les anciens. Quand notre tour est venu de faire notre déclaration auprès de ce jeune agent de police frêle et sans expérience, nous ne nous attendions pas à un miracle de sa part. Comme pour la plupart des personnes qui avaient fait une démarche auprès de ce juvénile policier, nous savions que notre déclaration resterait sans suite. Arrivé au comptoir, en regardant légèrement sur le côté droit, j'ai pu voir Amine sortir menottée devant nous. L'un des agents de police qui l'accompagnait lui a libéré les poignets. Amine est venu à nous, étonné de nous voir présents au commissariat. Il nous a demandé comment nous savions qu'il se trouvait au poste de police. Le jeune agent de l'accueil n'a pas compris notre réaction en nous voyant repartir, sachant que nous avions attendu plus de 2 heures avant de passer. Ce qui est sûr, c'est que c'était peut-être une des premières requêtes qu'il avait réglées sans même échanger un mot avec nous. Nous sommes donc ressortis de ce bâtiment pourri accompagnés d'Amine. Ce dernier nous a raconté son moment de malchance. Il a voulu subtiliser un téléphone portable identique au sien sur la table du café du commerce. Il pensait que nous en aurions besoin lors de nos prochaines missions. Quand il est sorti du café, le propriétaire de l'hyperphone a sauté sur Amine, l'a menotté et l'a amené au commissariat. Fort heureusement, mon ami a joué sur son âge, sur le fait d'avoir le même hyperphone que cet agent de police en civil pour calmer les tensions. Après un interrogatoire et des vérifications sur l'identité de mon acolyte, une voiture s'est dirigée vers la voiture d'Amine afin de vérifier que ce dernier disait une version qui concordait. Quand ils ont vu son téléphone dans la voiture côté passager, que son mobile était le même modèle que l'appareil du commissaire, ils l'ont relâché. Il est tout de même resté des heures durant en garde à vue. Cette tentative de vol avortée s'est bien terminée pour mon camarade. Il avait juste eu un avertissement et une arcade sourcilière gonflée causée par un hématome en rapport avec son arrestation musclée. L'hyperphone est devenu un appareil sacré ultra connecté. La loi sanctionne donc vigoureusement le vol de ce type d'objet. Heureusement qu'Amine avait été fin et cohérent par rapport à son acte. Sinon, il passait par la case prison et une forte amende. Pour nous tous et pour lui, plus de peur que de mal. Jour 84. Le bras gauche. Depuis le vol d'Amine dans le café du commerce, la présence d'un flic en civil dans notre bar habituel, nous avons décidé de changer de lieu de rencontre régulièrement. Une personne s'était jointe à nous, à notre cercle fermé. Il s'agit d'Olivier, le chauffard qui avait fait acte de bravoure en détruisant toute preuve de notre action en mettant le feu au semi-remorque empli de pilules. J'ai été agréablement surpris par sa capacité d'analyse et son esprit vif. Quand nous avions un projet, une action, Olivier nous faisait toujours part de son analyse. Même l'économiste était surpris par sa rapide compréhension des choses. Il était même un peu jaloux de notre nouveau bras gauche. Contrairement à l'économiste, Olivier favorisait la pratique à la théorie. Nous l'appelions de la sorte car il était un peu maladroit. Il ne le prenait pas mal, il prenait bien son surnom. Il était fier que nous l'ayons accepté dans le noyau des personnes décisionnaires. Il a eu une idée, elle est simple mais originale. Créer une zone protégée et même plusieurs sites, où les anciens vivraient en totale autonomie sans l'aide de l'État. Vivre en autarcie n'est pas chose aisée. Il faut au minimum l'accès aux soins et aux médicaments. Il y a aussi l'accès à l'alimentation et un minimum de confort. Et comment nous défendre face à une éventuelle attaque ? Combien de temps pourrions-nous résister à un assaut ? Quoi qu'il en soit, c'était une idée sur laquelle il fallait mûrement réfléchir. Nous avons pensé à nous installer dans des zones géographiques désertées. Mais une fois établis, il serait plus facile pour le gouvernement de mettre la main sur les anciens. Si nous étions tous réunis au même endroit, il était plus facile pour nos bourreaux de nous déporter vers l'abattoir. Nous ne connaissions toujours pas le mode opératoire utilisé par l'État pour appliquer la E70. Comment allaient-ils procéder pour nous libérer de la vie ? Est-ce qu'ils allaient nous ôter la vie par intraveineuse ou par d'autres moyens plus efficaces et rentables ? Rien que d'y penser, cela me rendait malade. Il nous fallait gagner cette guerre contre la loi E70. Malgré nos actions, rien n'avait remis en cause cette loi. Nous avons longuement réfléchi et nous n'avons trouvé qu'une solution pour nous faire entendre. L'économiste était fortement opposé à notre décision
mais il n'avait rien d'autre à proposer. Il a même menacé de quitter LGDV. Peu importe, nous avons opté pour cette décision à la majorité des voix. Jour 95. On prend les armes. Nous avons pris notre temps. Nous avons vidé chacune des vitrines de leur contenu. Une fois les alarmes coupées, nous sommes passés par le toit. Je pensais que ce genre de magasin était beaucoup plus sécurisé que le reste. En fait, pas du tout. Le plus difficile a été de sectionner les chaînes reliant les différentes armes entre elles. Dès que nous avons saisi les premières armes, nous avons sécurisé les lieux en plaçant des soldats armés tout autour du bâtiment. Nous avons laissé Olivier coordonner la protection de l'armurerie. Pendant ce temps, nous avons organisé la razzia du magasin spécialisé. Il nous a fallu 4 camionnettes pour tout vider. Les véhicules étaient en dépassement de charge. Nous n'avons pas été inquiétés par les forces de l'ordre durant toute l'opération. Même pour rentrer et cacher les camionnettes et leur contenu, nous n'avons eu aucun contrôle routier. Ce que je ne comprends pas, c'est la réaction des forces de l'ordre. Quand des camionnettes d'une seule et même entreprise disparaissent, la première question que les enquêteurs devraient se poser, c'est le pourquoi de ce vol. Il n'en est rien. Je ne sais même pas si les propriétaires des véhicules ont été portés plainte. Par contre, cette fois-ci, nous avons pris le soin de retirer les mouchards GPS de chaque véhicule afin d'éviter de se faire repérer à distance. De plus, nous avons disposé les camionnettes à différents endroits afin de ne pas se faire déposséder de toutes nos armes si un des véhicules était trouvé. Henri n'a pas voulu participer à notre action. Il se veut pacifiste. Il nous a donné sa promesse de ne rien dévoiler et de nous laisser agir. De toute manière, il ne prenait aucun risque. Maintenant que nous avions tout cet attirail, il nous fallait l'utiliser à bon escient. L'objectif n'est pas d'ôter des vies. Nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons juste nous faire entendre. Et pour cela, nous allons utiliser la force, car le pacifisme n'aboutit à rien. Nous avons suffisamment perdu de temps. Par nos actions, une rapide décision devait être prise par le gouvernement, celle de supprimer la E70. Nous allons y aller crescendo jusqu'à atteindre notre but. Jour 115. Fusillade. Peut-être allons-nous trop loin. L'économiste avait sûrement raison. La violence ne résout pas tout. Nous nous en étions déjà pris à des toxicomanes, ce qui, avec du recul, n'est pas du tout moral de notre part. Combien de jeunes étaient devenus accros à la TI à cause de nous? Combien avaient perdu la vie? Peut-être qu'en fait, je deviens fou. Mais j'étais persuadé que c'était la seule façon de me faire entendre, de faire valoir notre liberté de vivre jusqu'à notre mort non programmée par une loi. Même si elle est établie, et que nous finissions tous de la même manière, ce n'est pas à l'État de décider pour nous. Il faut laisser la faucheuse faire son travail, comme elle l'a toujours remarquablement fait. Déterminés, nous avons décidé de nous en prendre à un symbole. Nous voulions viser une centrale nucléaire. Trop risqué, beaucoup trop surveillé et trop dangereux. Aucune chance. Nous avons donc décidé de nous défouler sur la centrale électrique régionale. Nous allons la mettre hors service avec tous les moyens à notre disposition. La veille, j'ai fait un rêve bizarre. D'habitude, je ne m'en rappelle pas. J'ai l'impression que la mort m'attend au tournant de cette opération. Je vous raconte brièvement. Une vieille dame était le long d'une rivière et me souriait. Elle m'attendait pour passer de l'autre côté du ruisseau. Je refusais de rejoindre la lumière blanche qui se trouvait de l'autre côté. Elle continuait à me sourire, le visage crispé. J'insiste, d'habitude, je ne me souviens pas de mes rêves. Celui-ci m'a hanté toute la journée. La dernière fois que j'avais fait des cauchemars, c'est quand j'ai appris la nouvelle pour la loi E70. Cette loi m'a mis dans un état comateux 3 jours durant. Si seulement tout cela n'était qu'un rêve. Et si c'est une dure réalité, comment en sortir? Est-ce qu'il y a vraiment une échappatoire? Nous avons encore décidé d'attaquer de nuit. Tout le monde était présent, sauf Amine, mon porte-bonheur. Les tirs d'armes l'effrayaient, pas le bruit d'une explosion bizarrement. Même si je lui ai expliqué que l'objectif était de faire du bruit, de tirer sur les installations, de monter d'un cran notre niveau de revendication, il imaginait toujours une situation d'autodéfense où il pourrait blesser ou tuer quelqu'un. Archie était remonté dans notre région pour me rejoindre. Mon ange voulait m'épauler, remplacer mon bras droit. Mon bras gauche, Olivier, était toujours prêt pour l'action. J'ai accepté la présence d'Archie sur cette mission alors que le doute subsistait sur son implication auprès de LGDV. Cette mission était risquée car les gardiens de ce type d'installation sont armés. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue, même moi avec mon expérience militaire passée. 15 personnes ont voulu participer à cette opération.
C'est très peu. Même si le vide était présent, Camille n'était pas à mes côtés, nous nous sommes tous réunis pour refaire un dernier point avant notre passage à l'action. Comme tout était OK, nous avons rejoint le site. À peine arrivés sur les lieux, l'économiste nous attendait sur place. Que faisait-il sur les lieux de notre attaque ? Je suis descendu le premier de la camionnette afin de le questionner sur sa présence sur le site électrique. À peine ai-je eu le temps de descendre que des lumières nous ont encerclés. Aussi idiot que cela puisse être, j'ai repensé à mon rêve et à cette lumière blanche qui était de l'autre côté de la rivière. Soudain, comme si mon esprit se séparait de mon corps, j'ai commencé à voir la scène de la fusillade en hauteur, comme si je volais. Je voyais mon corps d'en haut, comme si je flottais. Brusquement, lumière noire. C'est la fin de l'épisode 9 de ce livre 2. Pour vous, qu'est-il arrivé à Netzach ? Qui l'a dénoncé ? A-t-il voulu aller trop loin en voulant attaquer une centrale électrique ? Le prochain épisode, l'épisode 10, ira du jour 116, réveil dans un hôpital, au jour 121, tatouage E70 sur le bras. Si vous avez du temps, je vous conseille fortement de réécouter tous les épisodes de LGDV avant la venue de cet épisode 10 vendredi prochain. Comme vous pouvez l'imaginer, nous approchons de la fin de ce livre 2. Il restera encore quelques épisodes. Ensuite, je mettrai en ligne un essai philosophique écrit par mes soins. Le sujet : qu'est-ce que la vie ? En attendant, je vous dis à bientôt.